Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la 3e conférence webinaire organisée par l'ESA sur le thème du Brexit. Je profite de l'occasion pour remercier Formanam, la structure collective d'enseignement supérieur, pour son soutien logistique et technique dans l'organisation de ces 4 séances. Donc celle-ci est l'avant-dernière. Nous aurons la dernière la semaine prochaine, mercredi 23, en espérant vous y voir nombreux. Je vais passer la parole à Pierre de Borgraff, qui est conseiller à l'administration des douanes et accises et qui donnera cette 2e conférence. Pierre, je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Bienvenue ce soir à cette nouvelle conférence sur le Brexit. Comme Karine l'a évoqué, nous allons avoir encore une séance ce soir et une séance la semaine prochaine. Donc ce soir, nous allons parler de quoi? Alors, petit aparté en attendant que les dias apparaissent. La situation Brexit. Alors aujourd'hui, nous sommes encore un petit peu dans l'inconnu. Les décisions qui sont prises nous conduisent à la sortie définitive du Royaume-Uni de l'Union européenne le 1er janvier. Donc le 1er janvier, le Royaume-Uni ne fait plus du tout partie de l'Union européenne et constituera un territoire douanier séparé, sauf décision contraire. De ce que nous avons compris, les négociations se poursuivent. Donc on pourrait arriver à un accord ou ne pas arriver à un accord. Nous attendons la décision politique. Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'à partir du 1er janvier, eh bien, envoyer des marchandises depuis la Belgique vers le Royaume-Uni se fera par le truchement d'une déclaration d'exportation. Recevoir une marchandise depuis le Royaume-Uni se fera via une déclaration d'importation. Et donc, les formalités douanières vont devoir se faire. Donc, ce que nous avons vu lors de la 2e présentation, la dernière fois, sur les régimes douaniers et sur le statut douanier et les territoires douaniers, reste tout à fait valable, qu'il y ait un accord ou qu'il n'y ait pas d'accord. En principe, à partir du 1er janvier, c'est applicable. Sauf si une décision politique intervient qui postpose encore une fois cette date. Et là, eh bien, nous aurons tous ensemble la bonne surprise de voir s'il y a ou non cette décision. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est essentiellement la classification, les taux et la base d'imposition en matière de douane, principalement la valeur en douane. La semaine prochaine, nous verrons la matière d'origine. Et nous verrons là toute une série de situations où nous allons pouvoir avoir des taxations à taux réduit, des taxations à taux préférentiel, mais beaucoup d'autres éléments liés à l'origine des marchandises que le Brexit va venir influencer, soit dans la relation Union européenne et Royaume-Uni directement, mais également dans la relation de l'Union européenne avec tous les autres pays avec lesquels il est partenaire. L'Union européenne est partenaire dans le cadre des accords de libre-échange et l'impact que cela a pour les entreprises. Voilà, donc je vais faire un petit retour en arrière et revenir à la déclaration en douane. Cette déclaration en douane, j'ai repris un modèle ici, nous avons quoi dessus? On l'a vu la dernière fois, on a d'abord l'information sur qui déclare. Votre numéro EORI, toute une série d'autres données, mais principalement le numéro EORI du déclarant, de l'expéditeur, du destinataire, le cas échéant du représentant en douane. Nous avons les données concernant le régime douanier qu'on a vu la dernière fois. Et puis nous allons avoir toute une série d'autres données, les données géographiques, l'origine, la provenance, éventuellement la destination des marchandises. Nous avons des données relatives au transport, le type de camion, le bateau, l'avion que les marchandises vont prendre pour voyager. Les marchandises elles-mêmes, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plus ce qui est lié à la classification, à l'identification de la nature et des quantités de marchandises. La valeur qui va servir de base principale pour les taux de droit à l'importation
et puis le calcul des droits et taxes. Et enfin, toute une série d'éléments qui peuvent encore être repris pour les déclarations dites de transit. Alors concrètement, pour les puristes fiscaux, a priori, quand on calcule des droits, on a au départ un taux auquel on applique une base d'imposition qui nous donne les montants d'imposition qui sont dus. Ça ne change pas pour les droits à l'importation, la logique reste la même. Nous avons des taux, nous avons des bases d'imposition et nous avons à la fin un montant de droit qui est dû. Ces taux sont fonction de quoi? Eh bien, dans un premier temps, sur la déclaration en douane, de la nature des marchandises, de cette classification que l'on va voir aujourd'hui. En deuxième point, l'origine de la marchandise, et ça nous le verrons lors de la prochaine séance. La valeur en douane va permettre de nous donner la base d'imposition. Dans certains cas, nous avons également les quantités de marchandises qui vont nous permettre de déterminer la base d'imposition. Nous verrons ça tout à l'heure. Et alors, certains autres éléments qui sont parfois utilisés à cette fin. Alors, ça, c'est pour les droits à l'importation. Nous percevons également une TVA à l'importation pour laquelle nous avons également des taux, une base d'imposition et qui permettent ensemble de calculer un montant de droit à l'importation. Ces taux de TVA à l'importation sont également en fonction de la classification des marchandises. La base d'imposition, pour la base d'imposition TVA à l'import, nous prenons d'abord la valeur en douane, auquel on rajoute les montants de droit à l'importation qui ont été perçus, le cas échéant les montants d'autres impositions à l'importation comme les accises ou autres, et alors, le cas échéant, d'autres frais connexes, les frais de transport depuis la frontière jusqu'au point de destination, et le cas échéant, on l'a vu déjà lors de la dernière fois, toute une série de livraisons de biens et de prestations de services exonérés pour les marchandises qui sont encore pas en libre pratique, et qui vont être ajoutés à cette base d'imposition TVA lors de la mise en libre pratique et à la consommation. Alors, lié à la déclaration en douane, mais il n'y a pas que des aspects fiscaux. Je l'ai évoqué lors de la mise en libre pratique, il y a certaines mesures économiques que l'on doit appliquer, des interdictions à l'importation ou à l'exportation, des restrictions à l'importation ou à l'exportation, qui sont également en fonction de l'origine des marchandises et de leur classification. Nous sommes en pleine crise du Covid. Il y a eu, tout au début de la crise du Covid, une interdiction formelle d'exporter toute une série de matériel de protection individuel parce que l'Union européenne en avait besoin. Il était hors de question de revendre cet équipement dans des pays tiers. Nous avons des interdictions d'exportation d'armes à destination de la Syrie ou d'autres pays en guerre. À côté de ces mesures économiques, nous avons toute une série de mesures de protection de la communauté, des mesures qui concernent la santé, la sécurité, l'économie et l'environnement. Et ces mesures sont également en fonction principalement de la nature des marchandises qu'elles concernent et, le cas échéant, de leur provenance ou de leur origine, voire de leur destination. Et en matière de santé, nous avons des choses comme le trafic de stupéfiants, les médicaments, les mesures sanitaires ou phytosanitaires à l'importation. En matière de sécurité, la contrefaçon, la sécurité en matière de sécurité, les trafics d'armes. En matière d'économie, les contrefaçons, ou éventuellement la sécurité des produits, le fameux logo CE que vous avez sur toute une série de marchandises, et en matière d'environnement, quelque chose comme les conventions de protection de la faune et de la flore, ou le trafic de déchets. Alors voilà, nous avons vu tout ça et on a vu que la classification était un des points d'ancrage, non seulement de toute une série de dispositions fiscales à l'importation, mais également de toute une série de dispositions non fiscales en matière de sécurité, de santé, d'environnement et d'économie. Alors cette classification, ça fonctionne comment? J'ai repris ici un exemple, on se place dans un an, Noël 2021, et mon entreprise à Namur achète chez William Baker du gingerbread, du pain d'épices, des mince pies et du Christmas pudding. Et au moment où ces marchandises arrivent chez moi, je vais devoir les déclarer pour la libre pratique et la consommation, je vais devoir calculer des droits. En matière de TVA, ce serait simple, je fais la somme du tout qui détermine ma base de TVA pour une acquisition intracommunautaire et j'y applique le taux, pas de problème. Ici, en matière de classification, eh bien, chaque marchandise
va devoir être déclaré à son propre taux. Et donc, je vais devoir trouver le code qui identifie le pain d'épices, le code qui identifie les mince pies, le code qui identifie le Christmas pudding pour y appliquer le taux d'imposition de ces marchandises. Pour chacune de ces marchandises, je vais devoir éventuellement identifier toute une série de mesures de santé, sécurité, environnement ou économie qui s'appliquent à chacune de ces marchandises. Et donc, ça va me conduire à devoir identifier chaque article avec un code de nomenclature tarifaire. Donc, ceci est important par rapport aux déclarations en douane. Nous allons faire une déclaration qui va identifier chaque article et qui va lier une mesure fiscale et le cas échéant une mesure non fiscale ou plusieurs mesures non fiscales à une marchandise donnée. Et donc, avec une facture donnée, vous pourriez faire plusieurs déclarations en douane ou devoir déclarer dans la même déclaration plusieurs articles avec leur fiscalité propre et leurs mesures de non fiscales propres. Alors, au niveau de la classification des marchandises, eh bien, nous avons en Belgique un organisme formidable qui est l'Organisation mondiale des douanes, qui a comme mission première de pouvoir gérer le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de pouvoir l'adapter. L'idée, c'est qu'au niveau mondial, donc pas seulement en Belgique, pas seulement dans l'Union européenne, mais pour 190 États qui font partie de l'OMD, nous avons décidé de travailler avec une base de nomenclature commune, avec un langage commun au niveau mondial, qui nous permet de dire au niveau mondial, eh bien, le cheval, je vais le classer globalement dans la même position. Ce système est prévu de manière évolutive, c'est-à-dire qu'à partir de la base qui est convenue au niveau de l'Organisation mondiale des douanes, après, chaque pays, chaque territoire douanier va pouvoir développer sa propre nomenclature. Et donc, à partir de ce système harmonisé de désignation de codification des marchandises, chaque pays membre de l'OMD va pouvoir développer son propre tarif douanier. Et c'est le cas pour les 190 États membres de l'OMD, qui couvrent plus ou moins 90% du commerce mondial. Ce sera le cas pour le Royaume-Uni à partir du 1er janvier. C'est le cas aujourd'hui dans l'Union européenne avec ce qu'on connaît comme étant la nomenclature combinée, sur base de laquelle on détermine notamment les taux de droit à l'importation de base, ceux qu'on appelle le taux erga omnes ou le taux de la clause de la nation la plus favorisée pour chaque marchandise. Pour les comptables qui nous suivent, c'est également cette nomenclature qui vous sert pour les statistiques intrastat. Sur base de cette nomenclature combinée, eh bien, on a développé le tarif douanier intégré de l'Union. L'idée, c'est d'affiner encore cette nomenclature, d'aller dans plus de précision, mais surtout de pouvoir intégrer tout un ensemble de mesures fiscales et tout un ensemble de mesures non fiscales à un code tarifaire. Et donc, plutôt que d'imposer aux gens d'aller chercher dans plein de sources différentes les différentes mesures, on a intégré les liens à toutes ces mesures dans un seul instrument que l'on appelle le tarif douanier intégré de l'Union ou le TARIC. Et au niveau belge, on est parti du TARIC et on a développé l'application Tarbel qui reprend les données du TARIC, mais auquel on a lié, on a intégré également toute une série de mesures fiscales et non fiscales nationales. L'idée étant qu'avec un seul instrument, à partir du moment où vous identifiez dans cette nomenclature une marchandise, vous ayez directement accès à toutes les mesures fiscales qui y sont liées et à toutes les mesures non fiscales qui y sont liées. La structure des codes, au départ, c'est un code à 10 chiffres. Les 2 premiers chiffres identifient un chapitre, les 4 premiers chiffres une position, les 6 premiers chiffres nous donnent la sous-position et c'est le niveau auquel on arrive au niveau mondial. Donc, dans la structure du code qui identifie une marchandise, les 6 premiers chiffres vont être identiques quel que soit le pays du monde dans lequel vous travaillez en douane. Donc, c'est un pays qui fait partie de l'Organisation mondiale des douanes. On développe cette nomenclature à 8 chiffres pour arriver au code NC et à 10 chiffres pour arriver au code TARIC. Alors, la logique de classification, la logique d'élaboration de cette nomenclature, eh bien, c'est de partir de ce qui est vivant vers ce qui est mort.
on va avoir les 24 premiers chapitres. On va commencer avec le chapitre 1, les animaux vivants. Et puis, dans les 24 premiers chapitres, on va avoir tous les produits agricoles purs ou transformés. On va partir de ce qui est brut pour aller vers ce qui est ouvragé. On va avoir les minerais au chapitre 26, et puis petit à petit, plus loin dans la nomenclature, on va retrouver des ouvrages, des ouvrages en fonte, en fer, en acier, et ainsi de suite. Donc on va toujours avoir cette logique de je pars de ce qui est vivant vers le mort, du brut vers l'ouvragé, du simple vers le complexe. Je pars ainsi de la position 0,1,0,1 pour les chevaux, pour en revenir au dernier chapitre, au chapitre 96, avec les œuvres d'art, les objets de collection et les antiquités. Alors, je vais emprunter certaines choses. On a un de nos formateurs à la douane qui m'a vraiment épaté parce qu'il a une vision très claire. Comment est-ce que je vais trouver une position dans cette classification? Eh bien, deux questions essentielles à se poser. C'est quoi? C'est quelle matière? Quelle est la nature de la marchandise que j'ai en face de moi? Cela sert à quoi? Quelle est la destination de cette marchandise? Ça a l'air très bête ainsi, vous prenez une facture d'achat et vous allez vite vous rendre compte que vous allez avoir des codes qui identifient une marchandise, parfois un libellé abscon. Si demain vous devez travailler en douane et vous devez pouvoir déclarer en douane, vous devez pouvoir, derrière une mention très sommaire sur une facture, pouvoir identifier la nature de la marchandise. Et donc vous devrez, le cas échéant, aller plus loin que la simple mention sur facture pour pouvoir clairement identifier la nature et la destination de la marchandise. Derrière, on va avoir à déterminer l'un ou les bonnes positions, l'un ou les bons codes tariques pour la marchandise. Pour ça, pour nous aider, nous avons le tarif, évidemment, les règles générales qui permettent d'interpréter ce tarif, les notes explicatives du système harmonisé et de la nomenclature combinée, des renseignements tarifaires contraignants et toute une série d'autres instruments qui vont vous permettre de vous aider à classifier une marchandise. Alors, on va voir un petit peu concrètement à quoi ça ressemble. Tarbell. Je vous mets ici les liens pour y accéder. Vous suivrez le même chemin que moi. Je vais vous montrer d'abord les informations préliminaires. Pourquoi ? Parce que tout au début de Tarbell, nos collègues qui ont développé Tarbell se sont dit, des gens qui vont y accéder ne connaissent pas grand-chose à la classification. La première chose à leur expliquer, c'est ce qu'il y a dans Tarbell. Et donc, ils ont développé toute une série de manuels et ils l'ont développé dans une optique didactique. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment fait à destination de l'utilisateur. Vous avez toute une série de présentations qui ont été faites sur Tarbell au grand public, mais vous avez également toute une série de petits manuels et petits fascicules qui, pas à pas, vous amènent à découvrir tout ce qu'il y a dans Tarbell et comment fonctionne la classification. Donc, ça vous permet de déjà avoir un pied à l'étrier pour ça. Nous allons voir la navigation tarifaire très rapidement et je vais partir sur l'exemple du pain d'épices. Alors, avancer dans la nomenclature, je vais voir les pains d'épices. On est dans les produits industriels alimentaires. 2 points ici. La nomenclature est divisée en 21 sections et recouvre 97 chapitres qui regroupent les différentes positions, sous-positions tarifaires. Les notes légales, ces notes légales, je vous conseille de systématiquement y revenir parce que ces notes légales vont pouvoir vous permettre d'identifier parfois une définition particulière liée à un chapitre donné ou parfois toute une série de situations où on vous dit « attention, cette marchandise-ci, elle ne sera pas classée dans ce chapitre, elle sera classée dans un autre chapitre ». Je vous laisse découvrir ça à votre aise. Alors, nous avons ici, on est toujours dans la section 4, les produits d'industrie alimentaire. Le pain d'épices est de base une préparation à base de céréales. Je vais voir si j'y trouve mon contentement. J'ouvre ce chapitre 19. Je vais retrouver les différentes positions et je vais d'abord devoir identifier la position de ma marchandise. Et ici, la position qui me semble la plus adéquate, c'est le 1905, produit de la boulangerie. Petit point important, derrière, on voit toute une série d'hyperliens, notes de renvoi, infos complémentaires. Note de renvoi,
Je vous renvoie notamment à ce que je disais au départ. Nous avons parfois des interdictions à l'import et à l'export. Certaines choses sont indiquées ici. Ici, par exemple, on vous dit, attention, toute marchandise qui vient de Crimée ou de Sébastopol, toute marchandise qui est originaire de ces contrées, est interdite à l'importation. Nous avons une interdiction claire et définitive d'importation de ces marchandises. Autre point, nous avons les renseignements tarifaires contraignants. J'y reviens tantôt. Ce sont toute une série de situations où les opérateurs économiques ont posé la question à l'administration. Tiens, ma marchandise, est-ce qu'elle peut aller sous cette position-là ou pas? Leur État membre a rendu une décision qui est valable dans les 27 États membres pour une durée de 3 ans. Si votre marchandise est similaire à celle pour laquelle une question a été posée, ben, vous avez déjà la réponse, ça ne sert plus à rien de la poser. C'est accessible directement via Tarbel ou sur le site de l'Union européenne. J'en reviens à ma classification. Pain d'épices, probablement produit de la boulangerie du 1905. Une fois que j'ai identifié la position, je vais identifier la sous-position. Et ici, c'est facile, j'ai une sous-position pain d'épices. Ce sera celle-là. Une fois que j'ai ma sous-position, j'identifie le code NC. Je vais un petit peu plus loin dans la nomenclature. Et ici, attention, vous voyez que pour pouvoir distinguer les types de marchandises, j'ai besoin de connaître la teneur en sucre. Et donc, je reviens à cette question première en disant, c'est quoi, quelle est la nature de la marchandise? Pour pouvoir classifier, vous aurez besoin de l'information sur de quoi s'agit-il, mais le cas échéant, vous aurez besoin de toute une série d'informations complémentaires sur la composition de la marchandise. Et ces informations, vous devez pouvoir les gérer du point de vue comptable, du point de vue fiscal, pour pouvoir faire cette déclaration en douane. Ici, pour mémoire, je devrais arriver encore à 10 chiffres, mais le législateur n'a pas cru bon d'encore distinguer les différentes sous-catégories de pain d'épices, et donc je vais arriver à un code tarique 1905 20 30 00 pour l'exemple que j'ai pris. Ce qui me permet d'accéder aux différentes mesures liées à cette marchandise. Premier point, je vais avoir l'identification complète de la marchandise. Deuxième point, je vais avoir l'ensemble des mesures non tarifaires, les mesures de santé, sécurité, économie, environnement liées à cette marchandise, ou potentiellement liées. Ici, pour le pain d'épices, essentiellement des mesures sanitaires à l'importation. Le pain d'épices vient, mais il doit être certifié comme étant sain. D'autre part, les mesures concernant l'importation de produits biologiques, si c'est un produit bio, il doit vraiment être bio. Vous remarquerez ici que certains pays avec lesquels l'Union européenne a des accords vont pouvoir faire l'objet d'allègements de ces mesures non fiscales à l'importation. On va considérer que certains certificats ne doivent pas être transmis ou peuvent l'être avec des variantes simplifiées. Demain, si le Royaume-Uni sort sans accord, il est considéré comme étant un pays tiers, point barre. Donc il n'y a pas de simplification pour toutes ces mesures. Les marchandises qui viennent du Royaume-Uni vont devoir présenter un certificat sanitaire comme n'importe quel autre pays tiers lambda. Si ce sont des produits biologiques, même chose, ils n'auront absolument aucune facilité. On va vraiment passer dans un autre monde à partir du 1er janvier. Mesures fiscales, enfin. Nous avons toujours tout d'abord le taux erga omnes, qui est le taux de base, le taux OMC de la clause de la nation la plus favorisée. S'il n'y a pas d'accord, eh bien, avec le Royaume-Uni, ce sera ce taux-là qui sera appliqué pour la mise en libre pratique des marchandises. Maintenant, on a juste derrière toute une série d'autres taux qui sont des taux dits préférentiels. Et j'y reviendrai lors de du prochain cours pour vous expliquer sur quelle base ces taux vont pouvoir être appliqués. Et enfin, et je l'ai dit, la classification permet d'identifier le taux de droit de TVA à l'importation, qui est aussi le taux de droit pour les livraisons de biens et des marchandises. Si vous avez un doute, vous pouvez utiliser la classification pour retrouver le taux applicable à telle ou telle marchandises. Je vous laisse toute une série de liens si vous souhaitez apprendre. Je l'ai dit tantôt, il y a plein d'informations dans Tarbel. Maintenant, si vous le souhaitez, l'OMD a développé des e-learning à l'attention des entreprises. Je vous ai indiqué ici
les liens qui vous permettent d'arriver sur l'académie de l'OMD, les liens de l'OMD, les liens de notre administration, et dans la mesure où nous appliquons le même tariq, le lien de l'administration française concernant cette classification. Alors, cette classification, pour finir, on va dire, OK, je vous ai mis l'eau à la bouche. Maintenant, je reviens sur une chose. Classifier une marchandise, c'est votre responsabilité, que ce soit à l'import ou à l'export. Votre représentant en douane peut vous aider, mais s'il choisit un code tariq à votre place, il en devient responsable ou co-responsable. Si vous posez la question à l'administration, quel est le code tariq de ma marchandise, il y a une procédure particulière prévue pour celle-là, qui est celle du renseignement tarifaire contraignant. Mais l'administration ne va jamais classifier une marchandise à votre place. Alors, ce renseignement tarifaire contraignant peut faire l'objet d'une demande. Je mets les liens pour la procédure de demande de ce renseignement tarifaire contraignant. Une fois qu'il sera pris, il sera valable pendant 3 ans. Mais de nouveau, et je l'évoquais tantôt, vous avez déjà à votre disposition toutes les décisions existantes qui ont été prises pour toute une série d'autres entreprises qui importent ou exportent peut-être des produits similaires. Donc, avant de poser la question officiellement à la douane, regardez déjà si, par hasard, une décision n'a pas été prise pour une marchandise similaire. Et ce qui nous donne ce que nous avons vu précédemment et pour lequel vous avez toute décision classifiée chaque fois par rapport au code de la marchandise en question. Au Royaume-Uni, ils vont aussi développer leur propre nomenclature tarifaire. Et nous avons un lien vers cette nomenclature. Et nous voyons ici que nous allons avoir effectivement des taux différents à partir du 1er janvier. Ici, les taux qui sont indiqués ici sont ceux qui seront applicables en cas de no deal pour une importation, une mise en libre pratique au Royaume-Uni de marchandises qui ont été exportées depuis l'Union européenne. En conclusion à ce stade, préparez-vous. La classification, l'identification du code tariq d'une marchandise va vous permettre de lier une marchandise à des mesures fiscales et à des mesures non fiscales qui doivent être anticipées, tant à l'importation pour les mesures fiscales et non fiscales qu'à l'exportation pour les mesures non fiscales. Voilà à ce stade. Point suivant, taux de droit à l'importation. Alors, les droits à l'importation, les impositions à l'importation, sont d'une part les droits à l'importation qui sont essentiellement les droits de douane, voire éventuellement des droits supplémentaires comme les droits anti-dumping, des droits de rétorsion, des droits compensateurs. J'y viens à la prochaine séance. Et également toute une série d'autres impositions qui sont dues à l'importation, principalement la TVA à l'import et les accises à l'import. Pour mémoire, aujourd'hui, dans l'Union européenne, il n'y a pas de droit à l'exportation. Donc, vous n'allez pas être taxé sur l'exportation des marchandises que vous faites, par exemple, à destination du Royaume-Uni. Alors, ces droits sont exprimés comment? Ils sont soit exprimés comme un pourcentage de la valeur en douane. Ce sont les droits dits ad valorem. Ce sont parfois des droits qui sont exprimés de manière spécifique en autant d'euros par kilo, par litre, par pièce. Et ça peut être aussi, comme on l'a vu dans l'exemple, des droits mixtes qui ont à la fois une composante ad valorem et une composante spécifique. C'est ce qu'on a vu ici dans l'exemple des pains d'épices, où on a un taux de droit à l'importation erga omnes de 9,8% de la valeur en douane, plus 24,60 € par 100 kg de produits finis. Alors, j'en viens au dernier point de la présentation de ce jour, la valeur en douane. Donc, on a vu que la classification permettait d'identifier un taux de droit à l'importation. On a vu également, et je le verrai dans les fois suivantes, que l'origine peut avoir son importance. Et pour pouvoir identifier, on a vu comment étaient exprimés les taux, et maintenant, pour pouvoir déterminer la base d'imposition, il y a d'une part les quantités, et ça, je vous renvoie à vos cours de 6e primaire, où nous avons tous appris le système métrique, comment calculer les kilos, comment calculer les litres, les hectolitres.
Souvent, je dis à mes étudiants, n'hésitez pas à revenir avec des abacs. Et mes étudiants qui ont des jeunes enfants qui sont en 6e primaire sont vraiment très contents d'avoir pu travailler avec leurs propres enfants pour revoir comment on calculait des kilos, des grammes et comment on convertissait des grammes en tonnes et retrouver ces instruments pour venir au cours par rapport à ces aspects-là. Ce qui va nous intéresser plus ici, c'est la valeur en douane qui détermine également cette base d'imposition des droits à l'importation. Alors, cette valeur en douane est établie selon potentiellement 6 méthodes d'évaluation. On va travailler principalement avec la valeur transactionnelle des marchandises importées, le prix facture. J'ai donné tantôt l'exemple d'une facture d'achat en provenance du Royaume-Uni. Eh bien, je vais avoir au départ un prix facture de 6 000 € pour mon bain d'épices, 6 000 € pour mes Man Spice et 6 000 € pour mon Christmas pudding. Je vais avoir un prix au départ, une valeur transactionnelle de la marchandise importée qui va se calculer au départ sur base du prix de chaque marchandise pour chaque déclaration. Si maintenant, il n'y a pas de vente à l'exportation, eh bien, je vais devoir travailler sur une autre méthode d'évaluation. Le code en prévoit 5 avec un ordre légal. 2 premiers qui sont fondés sur des valeurs transactionnelles de marchandises identiques ou similaires, dont je ne connais pas à l'heure actuelle de cas d'application, parce qu'il est très difficile d'obtenir les données de concurrents. 2 méthodes qui sont où on va calculer la valeur en douane. La première méthode, qui est la méthode déductive, où on va partir d'un prix de vente de la marchandise dans le territoire douanier de l'Union européenne, dont on va retirer toute une série d'éléments. D'autre part, la valeur calculée, là, on ne va plus être dans l'Union européenne, on va être en dehors de l'Union européenne. On va reprendre toute une série d'éléments constitutifs du coût, on va reconstituer le coût de fabrication des marchandises, plus les frais de transport à destination du territoire douanier de l'Union européenne. Et puis finalement, si aucune de ces méthodes ne fonctionne, j'ai la dernière méthode qui est celle des moyens raisonnables, où clairement le législateur nous dit, vous vous démerdez comme vous voulez, il me faut une valeur en douane, et le cas échéant précise que toute une série de méthodologies d'évaluation ne sont pas acceptables. Mais donc, dans tous les cas, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous devrez déclarer une valeur en douane. Dans 99% des cas, on va travailler sur base de la valeur transactionnelle des marchandises importées, 95%, mais dans pas mal d'autres, 90%, j'ai mes collègues qui font signe derrière, mais les autres méthodologies vont pouvoir, le cas échéant, être appliquées, et ce, dans leur ordre légal. Alors, petit retour, là, tout d'un coup, on se retrouve tout d'un coup dans les incoterms. Pourquoi? Parce que les incoterms vont être importants ici pour la détermination de cette valeur en douane, plus particulièrement de la valeur transactionnelle des marchandises importées. Petit rappel, je l'ai déjà vu lors du cours précédent, je le reprends ici. Nous avons 4 groupes incoterms. Le groupe E, avec un seul incoterms, Lexworks, très déconseillé, où concrètement, le prix de vente ne comprend aucun frais de transport, tous les frais sont à charge de l'acheteur. Les incoterms de type F, où le transport principal est payé par l'acheteur, la déclaration d'exportation est faite par le vendeur. Les incoterms de type C, où eh bien, le prix de vente comprend les frais de transport jusqu'à destination. Et les incoterms de type D, où également le prix de vente comprend tous les frais de transport jusqu'à destination. Donc, grande différence entre les incoterms E et F, où là, finalement, c'est l'acheteur qui doit payer et qui doit organiser le transport, et les incoterms de type C ou D, où la marchandise arrive jusqu'à destination, mais le prix du transport est compris dans le prix d'achat des marchandises. Et donc, je reviens au calcul de la valeur en douane sur base de la méthodologie de la valeur transactionnelle des marchandises importées. J'ai pris ici l'exemple d'une marchandise qui arrive à Nantes, en France. Eh bien, pour calculer cette valeur en douane, je vais partir du prix de la marchandise, du prix tel qu'il est facturé, le prix payé ou à payer. Je vais rajouter à cela les coûts de transport compris jusqu'à l'entrée dans le territoire douanier de l'Union européenne. Et de nouveau, j'en reviens à ce que je disais lors de la dia précédente. Si j'ai un incoterm de groupe E ou F, je vais devoir ajouter ces frais de transport à mon prix payé.
ils ne sont pas compris dans le prix payé, je vais devoir les ajouter jusqu'au moment où la marchandise rentre dans le territoire douanier de l'Union européenne. Quand j'ai des incoterms de type C ou D, eh bien, je vais devoir, si les prix des transports jusqu'à destination est compris dans mon prix des marchandises, et donc je vais devoir, le cas échéant, mais retirer les frais de transport qui ont lieu après l'entrée dans le territoire douanier de l'Union européenne, avec certaines situations où l'incoterm de type C ou D comprend les frais de transport jusqu'à la frontière et pas plus loin. Et dans ce cas-là, il n'y a rien à retirer. Mais donc, l'incoterms, je vous l'ai dit lors du dernier cours, maîtrisez vos incoterms, ça a une importance pour savoir qui déclare en douane, ça a une importance pour la détermination de la valeur en douane, et ça a également énormément d'importance pour vos relations entre acheteurs et vendeurs, indépendamment de la réglementation douanière. Donc, nous avons ce prix de marchandise avec, dans toutes les situations, une problématique d'ajustement de la valeur sur base des frais de transport. Et ensuite, j'ai la possibilité d'avoir toute une série d'autres ajustements positifs ou négatifs qui sont prévus par le code. Les ajustements positifs, c'est quoi? Ce sont des éléments qui ne sont pas compris dans le prix de ma marchandise, qui sont généralement facturés à part et que le législateur dit « attention, ça, vous devez le rajouter pour avoir la valeur en douane ». Et les ajustements négatifs, ce sont des éléments qui sont compris dans le prix d'achat des marchandises et où le législateur dit « attention, ça, vous devez le retirer ». Par exemple, les frais de montage, s'ils sont compris dans le prix de la marchandise, ben, je vais devoir les retirer pour obtenir finalement cette valeur en douane. Alors, nous avons maintenant la valeur en douane. J'ai ma base d'imposition à l'importation pour les marchandises qui sont mises en libre pratique dans le territoire douanier de l'Union européenne. Maintenant, la base d'imposition TVA, très rapidement. Eh bien, je pars de ma valeur en douane. Point barre, avec ces ajustements. À cela, je rajoute les droits à l'importation. À cela, je rajoute, le cas échéant, des accises à l'importation. Je rajoute les coûts de transport depuis l'entrée dans le territoire douanier jusqu'à destination. Ici, je suis arrivé à Nantes, je pars de Nantes, je vais à Namur. Si j'ai un incoterm de type, par exemple, DAP Namur, eh bien, je vais devoir calculer les droits, la valeur en douane avec les frais de transport jusqu'à l'entrée dans le port de Nantes, et puis calculer la base d'imposition TVA en rajoutant les frais de déchargement, les frais de transport et de manutention jusqu'à l'arrivée à Namur. Et enfin, je rajoute le prix de toute une série de livraisons de biens et de prestations de services exonérés dont cette marchandise aura fait l'objet. Et cela est ma base d'imposition TVA à l'import. Donc, toujours faire attention, et c'est pour ça que je dis dans tous les cas, même si vous avez des droits à l'importation zéro, on aura besoin de cette valeur en douane parce que cette valeur en douane va servir de base au calcul de la base d'imposition TVA à l'import. Alors, que se passe-t-il avec après? Eh bien, après, ma foi, ma marchandise est dans le territoire douanier de l'Union européenne, elle est libre. Vous allez en général la revendre en espérant faire un bénéfice. Vous allez déterminer votre prix de vente, vous allez déterminer votre marge en disant, mais voilà, mes frais, j'ai l'ensemble, j'ai mon prix d'achat, j'ai maintenant toute une série de frais connexes en plus et j'espère faire un bénéfice. Et sur cette base-là, je vais déterminer mon prix de vente dans l'Union européenne, à mon niveau, à mon niveau économique. Pas de problème. Et cette marge, selon la nature de la marchandise, ça peut être le prix d'achat fois 10%, fois 100%, fois 200%, selon la nature de marchandise, selon le niveau où vous vous retrouvez dans la chaîne commerciale. Ça va varier énormément d'un marché à l'autre. Et maintenant, je vais exporter ma marchandise vers le Royaume-Uni. Mais je vais toujours avoir le prix d'achat de cette marchandise. Je vais toujours avoir mes frais. Je vais toujours avoir mon bénéfice. Je vais toujours avoir donc cette marge. Sur cette base-là, je vais déterminer mon prix de vente à l'exportation à destination du Royaume-Uni. Et à cela, je vais devoir rajouter les frais de transport jusqu'à l'entrée dans le territoire douanier du Royaume-Uni.
Vous voyez donc, et donc cette marge peut être aussi, mais c'est toujours la mienne, 10%, 100%, 200%. Nous avons donc ici un des effets du Brexit, c'est que par la sortie du Royaume-Uni du territoire douanier de l'Union européenne, eh bien tout d'un coup, je vais me retrouver avec une fiscalité douanière qui risque, si j'achète la marchandise à l'étranger pour la commercialiser dans l'Union européenne, de me poser problème parce que cette fiscalité douanière va avoir un impact en fonction du niveau commercial auquel je me situais. J'étais avant centre de distribution de cette marchandise pour toute l'Union européenne. Je n'avais aucun problème à la vendre à tous mes clients dans les 28 États membres. Demain, dans la mesure où le Royaume-Uni est sorti, si je veux exporter cette marchandise vers le Royaume-Uni et la mettre en libre pratique au Royaume-Uni, je risque d'avoir une fiscalité douanière appliquée non pas comme les marchandises que j'ai achetées pour les commercialiser dans l'Union européenne, mais appliquées concrètement à mon prix de revente dans le Royaume-Uni. Ce qui fait que concrètement, énormément d'entreprises ont déjà pris le pli de dédoubler leur centre de distribution, d'avoir un centre de distribution pour l'Union européenne, pour les 27 États membres, ou plusieurs, mais surtout, là où elles n'en avaient pas, de créer un centre de distribution au Royaume-Uni pour éviter cette surenchère fiscale. Et inversement, je veux dire, les entreprises qui n'avaient qu'un centre de distribution au Royaume-Uni ont profité de ce délai entre le début du Brexit et aujourd'hui pour avoir un centre de distribution au Royaume-Uni et développer un autre centre de distribution dans le reste de l'Union européenne. Mais concrètement, le Brexit va nous poser ce problème en termes de valeur et d'imposition à l'importation, c'est que en fonction du niveau commercial où je vais me situer dans la chaîne de commercialisation, ma marchandise va devenir ou pas concurrentielle sur le marché international, dans la mesure où elle va devoir supporter, sur base de ce prix de vente de la marchandise, une imposition. Voilà, on va se retrouver dans une situation qui peut être difficile pour beaucoup d'entreprises. Il faut pouvoir l'anticiper. Le fait de ne savoir permet de l'anticiper et donc vous permet de réagir. Je vous renvoie sur toute une série de sites qui vous informent sur la valeur en douane, le site de l'administration des douanes, le site de la Commission européenne, et de nouveau, dans la mesure où nous appliquons exactement le même droit douanier, mais chaque fois à la sauce nationale, mais en tout cas dans leurs principes, cela reste valable, le site des douanes françaises, qui a l'avantage d'être en français, et le site des douanes hollandaises, qui sont nos voisins. Pour ceux qui sont néerlandophones parmi vous, cela peut également être utile. Voilà, prochaine séance, nous voyons la problématique origine. Origine à l'import, origine à l'export, origine et Brexit, mais surtout le rôle de votre entreprise par rapport à cette problématique. Votre entreprise en tant que fabricant, votre entreprise en tant qu'exportateur, votre entreprise en tant qu'importateur, même s'il n'y a pas d'accord, le Brexit va avoir un impact direct sur votre entreprise en matière d'origine. Voilà, j'en viens maintenant aux questions. Oui, on peut peut-être poser la question. Il y a juste une question. Donc, c'est dans le cadre de la classification qui doit effectuer les recherches. Alors, je sais que tu l'as dit, mais oui. peut-être qu'on peut répéter. Dans le cadre de la classification qui doit effectuer les recherches, c'est votre entreprise. Donc, on peut vous amener jusqu'à la manne, mais il faut que quelque part, vous fassiez le dernier pas pour pouvoir décider quel est le code tarique de votre marchandise. Derrière, une fois que vous l'aurez déclaré, la douane va vérifier si vous utilisez le bon code tarique. Mais c'est à vous à déclarer la marchandise et donc c'est à vous à identifier ce code tarique. De nouveau, vous pouvez vous faire aider. Le cas échéant, vous êtes une petite, moyenne entreprise, vous venez auprès de la douane en disant « écoutez, comment ça marche ?» On va, le cas échéant, vous fournir une explication sur comment ça marche, comment retrouver vos petits. Vous expliquez la logique de classification, vous indiquez globalement où ça devrait se trouver, mais c'est à la fin, vous qui allez prendre la décision. Dans pas mal de cas, et ce sera peut-être plus facile d'avoir cette même démarche vis-à-vis de votre représentant en douane. Allez chez lui en disant « voilà, je voudrais déclarer cette marchandise à l'import, à l'export. Pourriez-vous m'aider à identifier ce code tarique ?» Il va vous aider, mais à la fin de tout,
c'est vous qui devrez prendre la décision de « OK, c'est ce code tarique-là que je prends ». Vous pouvez effectivement poser la question officiellement à la douane en disant « Cette marchandise-là, eh bien, je pense que c'est ce code tarique-là, est-ce que vous pouvez me le confirmer ?» On rentre là dans la procédure de renseignement tarifaire contraignant. C'est une procédure qui prend du temps. Vous allez avoir plusieurs semaines entre le moment où vous posez la question et le moment où vous aurez la réponse officiellement. Mais une fois que vous aurez la réponse officiellement, eh bien, vous pourrez l'opposer à toutes les douanes de l'Union européenne pendant 3 ans. Et donc, de nouveau, je me dis, plutôt que de poser la question, allez d'abord voir si par hasard votre concurrent n'a pas posé la même question, votre concurrent en Belgique, votre concurrent en France, votre concurrent en Pologne, n'a pas déjà posé la même question pour le même produit, parce que s'il a déjà posé la question et qu'on lui a déjà donné la réponse, mais quelque part, vous arrivez avec un argument en plus auprès de la douane pour dire, voilà, ce sera plutôt ce code-là qu'un autre, parce que vous avez déjà pris une décision pour mon concurrent, donc ma marchandise est identique, je risque d'avoir exactement le même code tarique. Mais à la fin de tout, c'est votre entreprise qui est responsable de la détermination des éléments de la déclaration en douane, c'est elle qui est responsable de la détermination du régime, c'est elle qui est responsable de la détermination du code tarique et de la valeur en douane. Donc, en fait, on a une autre question. Une personne voudrait un exemple de valeur commerciale pour éclairer ton exposé. Alors, je ne sais pas s'il veut qu'on reprenne tout, ça m'étonne. De valeur commerciale. Je suppose peut-être... je n'ai pas plus de précision. Un prix facture et on invente, peut-être, c'est peut-être ça qu'il veut. Voilà. Je regarde s'il répond. Si vous avez, je vais reprendre l'exemple que j'ai donné ici. J'ai un prix facture, dans la facture d'achat DAP Namur, j'avais 3 articles, chacun à 6 000 €, le pain d'épices, les mince spice et le Christmas pudding. J'ai un prix DAP Namur. Tu retrouves là... Elle est un petit peu plus loin. Je vois la même chose. Ou un peu avant, pardon. Bon. Alors, je vais partir pour chacune de ces marchandises du prix facture. Donc, pour déterminer la valeur en douane du pain d'épices, je vais partir du prix du pain d'épices qui est 6 000 €. J'ai un incoterm DAP Namur. Eh bien, déjà, grâce à cet incoterm, je sais que de ce prix, je vais devoir déduire les frais de transport entre le point d'entrée dans le territoire douanier de l'Union européenne et l'arrivée à Namur. Et donc, pour cela, j'ai besoin de pouvoir identifier le coût de ces frais de transport. Donc, ça veut dire aussi que soit vous avez une facture détaillée, soit on vous donne les documents de transport à côté dans lesquels on peut détailler le coût des frais de transport avant l'entrée dans le territoire douanier de l'Union européenne et après l'entrée dans le territoire douanier de l'Union européenne. Et donc, à partir de ces 6 000 €, vous allez pouvoir déjà déduire ces frais de transport à l'intérieur du territoire douanier de l'Union européenne et donc vous aurez une valeur en douane qui sera inférieure à 6 000 € pour ces marchandises. Donc ça, c'est la technique. On part du prix payé ou à payer pour la marchandise, 6 000 € pour le pain d'épices. À cela, on va appliquer des ajustements positifs ou négatifs. Systématiquement, en matière de transport, ici, pour un prix DAP Namur, eh bien, je vais partir de 6 000 € moins les frais de transport à l'intérieur du territoire douanier de l'Union européenne. Et s'il n'y a aucun autre ajustement, je vais obtenir ainsi ma valeur en douane. Et donc, je vais payer les droits, calculer les droits à l'importation, non pas sur une valeur de 6 000 €, mais par exemple de 5 500 € si les frais de transport à l'intérieur du territoire douanier de l'Union européenne sont de 500 € pour cette marchandise. Et je vais faire le même calcul pour les mince spice et pour le Christmas pudding. Est-ce que ça répond à votre question? Je suppose. Alors, on a une autre question. La marchandise provenant du Royaume-Uni peut-elle circuler sous document de transit? Oui. Donc, la marchandise qui provient du Royaume-Uni peut-elle circuler sous document de transit? Oui, tout à fait. Donc, je l'ai expliqué déjà lors du dernier cours, mais
c'est vraiment un des conseils que je vous donne, c'est quand vous vendez une marchandise à l'exportation, complétez l'exportation par du transit interne, ce qui vous permet de passer plus facilement la frontière. Et même chose, votre fournisseur britannique, dans un monde idéal, devrait également compléter sa propre déclaration d'exportation par une déclaration de transit interne et commun. Et donc, la marchandise arrivera chez vous sous le régime du transit externe, ici en Belgique, à Namur, ou partout ailleurs dans l'Union européenne. Elle arrive sous le régime du transit externe. Après, vous allez devoir la déclarer en douane pour une mise en libre pratique à la consommation et payer les droits. Mais vous pouvez également la déclarer en douane pour le régime de l'entrepôt douanier et la stocker en attendant que vous ayez trouvé un acheteur pour cette marchandise, par exemple. Mais effectivement, l'idée de travailler avec du transit est extrêmement utile et va vous permettre de passer plus facilement la frontière. Et le cas échéant, même de pouvoir monter sur un bateau. C'est pas mal. Après. Alors aujourd'hui, le transit ne sert à rien. Nous sommes à l'intérieur de l'Union européenne. Après Brexit, effectivement, le transit sera utilisé après Brexit, après le 31 décembre à minuit. Maintenant, si votre marchandise part le 31 décembre à 8 h du matin, ce que l'administration vous conseille, c'est de l'envoyer déjà au Royaume-Uni en transit interne, pardon. Si jamais votre client dit « mais ce n'est pas ce que j'ai commandé », eh bien, on fait un retour de marchandises en transit interne. Vous ne repayez pas les droits à l'importation quand elles reviennent. Alors, on a une question. En matière d'emballage, dans quel cas elle fait partie de la valeur en douane? Alors, en matière d'emballage, dans quel cas les emballages font partie de la valeur en douane? Ils font partie dans tous les cas, mais vous avez deux situations. Il y a une petite précision. Il y a une précision. Alors, il parle du matériel de calage, d'arrimage non restitué. D'accord. Donc, les emballages transportés séparément aussi. Donc, il y a deux parties à la question. Il y a deux parties à la question. Bon. Et donc, on a une question des emballages finalement liée à la fiscalité des emballages. Alors, en matière de fiscalité douanière, on part toujours de savoir quelle est la marchandise que l'on doit déclarer. Et on part de la classification. Et dans les règles liées à la classification, pour les emballages, on va distinguer les emballages réutilisables et les emballages non réutilisables. Les emballages non réutilisables sont taxés avec la marchandise qu'ils contiennent. Donc, si vous importez des caisses en carton avec dedans des ordinateurs, vous n'allez pas avoir une déclaration pour les caisses en carton et une déclaration pour les ordinateurs. Vous allez avoir une déclaration pour des ordinateurs et on va calculer une valeur en douane des ordinateurs sur base du prix payé ou à payer. Si ce prix payé ou à payer comprend les emballages, ils sont compris dedans. Si ce prix payé ou à payer ne comprend pas les emballages, que les emballages ont été facturés à part, eh bien dans ce cas-là, il faudra rajouter le coût des emballages à la valeur en douane. Si maintenant les emballages sont réutilisables, ce qui est le cas des conteneurs, ce qui est le cas des palettes, et à ce moment-là, on peut continuer à voir, mais ces emballages vont devoir être déclarés séparément. Et donc, on va devoir déclarer non seulement le contenu, mais également le contenant, et en sachant que souvent, ces emballages ne vont pas rester dans le pays d'importation, ils vont repartir et ils vont voyager. Et donc, on aura non seulement une déclaration séparée, mais un régime douanier séparé pour les emballages. On va avoir, le cas échéant, une mise en libre pratique et la consommation de la marchandise contenue. Et pour l'emballage, une déclaration sous le régime de l'admission temporaire qui permet d'utiliser l'emballage dans l'Union européenne pour le transport de la marchandise. Et une fois qu'on aura terminé l'activité de transport de marchandises dans l'Union européenne, on fera une réexportation de ces emballages pour qu'ils puissent retourner chez le fournisseur. Ça répond à votre question. Et donc, deux volets. Classification, l'emballage doit être classifié avec la marchandise contenue, doit être classifié et déclaré à part. Deuxième question, valeur. Mais effectivement, l'emballage classifié avec la marchandise et facturé avec la marchandise, il fait partie du prix payé ou à payer. Il est facturé à part, il faut le rajouter.
L'emballage qui est déclaré séparément est déclaré à sa propre valeur et en général à son propre régime douanier. Et rassurez-vous, quand un camion britannique rentre dans le territoire douanier de l'Union européenne pour transporter des marchandises, il fait l'objet d'une déclaration en douane d'admission temporaire, mais cette déclaration en douane se fait sous forme simplifiée. En général, vous, client de la marchandise, vous ne verrez jamais ce type de déclaration. Elles sont gérées de manière simplifiée par le transporteur. Même chose pour les conteneurs, même chose pour les palettes. Dernière question, mais par contre, je ne suis pas très sûre de bien l'avoir compris. Donc, en cas d'accord, quel régime transitoire doit être appliqué? Après, la personne nuance ses propos en disant qu'actuellement, on utilise le système intracommunautaire des livraisons intra-com. Et donc, il demande qu'est-ce qu'on va faire plus tard avec le Royaume-Uni. Pays tiers, mais comme il parle d'un accord, donc, on ne sait pas. C'est la question. La grande question ici, est-ce que s'il y a un accord, est-ce que quelque part, s'il n'y a pas d'accord, on part vers un Brexit dur et tout le monde se rend compte qu'il y aura des formalités douanières à exécuter, qu'il y aura, dès le cas échéant, une fiscalité douanière à appliquer, qu'il y aura toute une série de mesures non fiscales à appliquer à l'import ou à l'export. S'il n'y a pas d'accord, la question est facile. S'il y a un accord, il y aura des déclarations en douane. Donc, ce que je vous expliquais lors de la dernière présentation concernant les régimes douaniers va s'appliquer pleinement pour l'Union européenne. Et puis, au Royaume-Uni, ils ont encore trouvé leur système que Michel a évoqué lors de la première séance. Mais donc, qu'il y ait un accord ou qu'il n'y ait pas d'accord, il y aura des formalités douanières. Qu'il y ait un accord ou qu'il n'y ait pas d'accord, vous allez devoir classifier la marchandise. Qu'il y ait un accord ou qu'il n'y ait pas d'accord, il y aura des mesures de sécurité, de santé, d'environnement et d'économie à respecter. Et qu'il y ait un accord ou qu'il n'y ait pas d'accord, il y aura le cas échéant des droits à payer. Ce que l'accord va changer pour les mesures non fiscales, nous l'espérons, c'est le cas échéant, certains allègements, certaines simplifications. Et pour les mesures fiscales, probablement l'application d'un taux de droit à l'importation réduit. Mais au niveau des formalités douanières, qu'il y ait un accord ou qu'il n'y ait pas d'accord, ça ne va rien changer. C'est pour ça qu'on va se retrouver dans une situation qui va être différente. Qu'il y ait un accord ou qu'il n'y ait pas d'accord, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne et donc il y aura des déclarations en douane à faire. Maintenant, ce que nous ne savons pas, et ça c'est un peu la bouteille à encre maintenant, aujourd'hui, notre navire Brexit va arriver à échéance au 31 décembre de cette année, le 1er janvier, il y aura des déclarations en douane. Est-ce que le politique va sortir un lapin de son chapeau et nous dire « nous sommes quasiment en accord, on va prolonger la période actuelle de 2 ou 3 mois », je n'en sais rien. Cette décision-là implique un accord du gouvernement et du Parlement britannique et un accord au niveau européen, au niveau certainement du Conseil des ministres et le cas échéant, et là je m'avance peut-être, au niveau du Parlement européen. Donc aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passera dans la mesure où une décision peut survenir. Si rien ne survient, si aucune décision politique n'est prise, le 1er janvier à 0h00, il faut faire des déclarations en douane pour sortir de l'Union européenne et il faudra faire des déclarations en douane pour rentrer au Royaume-Uni. Et ça, on verra. Alors, une dernière question sur le thème du jour. Quel est le meilleur incoterm à utiliser? Alors, le meilleur incoterm à utiliser, c'est une bonne question. C'est la question du choix des incoterms. On vous déconseille certainement l'Exworks et le DDP parce qu'il implique soit à l'acheteur de se faire enregistrer dans le territoire douanier d'exportation et donc ça va générer des surcoûts par rapport à l'opération donnée et de l'incertitude quant à la déductibilité de la TVA pour l'exportation, et on déconseille le DDP parce que ça oblige le vendeur à se faire enregistrer au niveau fiscal, tant douanier que TVA, dans l'État membre, dans le pays d'importation, et ça génère des coûts financiers supplémentaires, et de nouveau avec des dièses et des bémols. Après, c'est une question commerciale et une question de maîtrise.
Si vous avez un excellent transporteur que vous connaissez, en qui vous avez parfaitement confiance et qui peut faire des trajets jusqu'au Royaume-Uni à un prix qui vous convient, dans la négociation commerciale, vous pouvez dire, voilà, je vous vends les marchandises avec un Incoterms de type C ou avec un Incoterms de type D. C'est moi qui vais choisir le transporteur. Je maîtrise bien cette chose-là et je peux faire un prix qui me semble honnête pour vendre les marchandises en respectant cet Incoterms de type C ou de type D. Inversement, vous ne maîtrisez pas tellement le transport, mais vous allez partir dans la négociation sur un Incoterms de type F en disant, ben voilà, je vais apporter la marchandise à mon client et c'est mon client qui s'occupera du transport. Le client va avoir la même démarche. Si lui maîtrise parfaitement des transporteurs et donc dit, OK, moi, il n'y a aucun problème, vous me faites votre prix avec un Incoterms de type F, j'ai confiance en mon transporteur et le cas échéant, ça me coûtera moins cher d'affréter mon transporteur, lui va peut-être vous proposer de travailler plutôt avec un Incoterms de type F et lui-même prendre en charge le transport. Et on est dans la négociation commerciale, parce que derrière la certitude liée au transport, on a une question de coût qui va intervenir. Le seul problème qui pourrait survenir, c'est que ni l'un ni l'autre ne maîtrise vraiment le transport. Que vous soyez là comme vendeur avec je ne sais pas trop comment ça va marcher, je préférerais que ce soit le transporteur de l'acheteur qui intervienne et que l'acheteur dit mais moi je ne suis pas trop sûr du transport, je préfère que ce soit le transporteur du vendeur qui intervienne. Et à ce moment-là, vous allez devoir trouver une solution. Vous allez devoir trouver une solution et une fois que vous aurez trouvé cette solution qui est un transporteur qui va pouvoir acheminer votre marchandise, eh bien, en fonction des meilleures conditions commerciales que ce transporteur vous proposera, mais soit ce sera le vendeur qui le prendra en charge et il vous fera un Incoterms de type C ou de type D, soit ce sera l'acheteur qui le prendra en charge et qui vous fera un Incoterms de type F. Mais donc, on n'a pas d'Incoterms idéal. Il faut vraiment voir chaque fois la situation de votre entreprise, vendeur, ou de votre entreprise, acheteur, et votre maîtrise de la logistique pour les marchandises que vous acheminez. Voilà. Mais je dois vous le dire encore au revoir, à la prochaine fois. Merci à tous pour votre attention. Mes collègues qui me rappellent en disant qu'il était parti sans dire au revoir. Merci à tous pour votre attention. Je voudrais remercier l'ESA pour son accueil pour cet événement et la SBL Fort Madame pour son soutien tant technique que humain pour pouvoir donner ces formations. Je vous dis à la semaine prochaine où nous verrons la matière sur l'origine des marchandises et ça nous promet encore un dernier voyage dans cette fiscalité douanière. Merci à tous et très bonne soirée.